Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Ce vendredi, le Mali a demandé sans ambages le départ pur et simple de l'aménagement du Mali. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Dr Ngolo Diarra, il est expert en relations internationales. Dr Diarra, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Deuxième invité, Dr Ali Oulé Diallo, il est vice-président du BRDM. BRDM est un parti membre du M5 RFP. Dr Diallo, merci d'être là. Merci beaucoup. Troisième invité, monsieur Bagui Diarra, il est analyste politique. Monsieur Diarra, merci d'être là. Bonsoir Sylvie et merci de l'invitation. Quatrième invité, Mahamadou Traoré, secrétaire politique au niveau du parti La Nation Commune Avance NCA. Monsieur Traoré, merci d'être avec nous ce soir. Merci Barou, merci pour l'invitation. Avant donc d'ouvrir les débats sur cette demande du Mali, du retrait de l'aménagement, nous sommes en fin de campagne référendaire depuis hier minuit. Pendant donc 2 semaines, les partisans du oui et du non ont battu campagne. La campagne a-t-elle pu se dérouler sur toute l'étendue du territoire national? Je préfère, pour ce qui me concerne, poser la question à nos experts autour de ce tableau, autour de ces plateaux. Dr Ngolo. Ok, c'est très bien, merci beaucoup. En fait, il y a eu des campagnes à tous les niveaux. Il y en a eu à tous les niveaux, mais il y a eu même des gens qui ont fait des déplacements pour venir à Bamako avec la mobilisation au Stade 26 mars. De l'autre côté, il y avait évidemment des religieux partisans du non et partisans d'État, la création d'un État islamique qui sont contre la laïcité. Et ils étaient au niveau du palais de la culture, malgré des difficultés. Vraiment, c'était aussi inondé là-bas. Alors, donc, c'est bien ça, ça montre une campagne sans incident. Alors, donc, bon, il n'y a pas eu d'incident. Je n'ai pas quand même enregistré beaucoup d'incidences, mais seulement que des trucs, des questions au niveau verbal. Bon, voilà, donc, de trouver qui est ce qu'on appelle, qu'on enlève la laïcité, etc. Donc, ces questions de coups de gueule, là, ça peut arriver, mais je n'ai pas enregistré vraiment d'incidents. Ça montre un peu de maturité en matière de la démocratie, en matière de la gestion de la chose publique. D'ailleurs, ça prépare le peuple à faire face à des questions, vraiment des questions électorales. Sauf que l'enjeu de cette campagne, c'était de pouvoir la battre sur toute l'étendue du territoire national. Ce défi a-t-il été relevé? Non, certainement, on ne pourra pas dire comme ça, parce qu'en réalité, les pays qui connaissent la situation du pays à l'intérieur sont difficiles. Et aujourd'hui, la population est beaucoup plus préoccupée à des questions de nourriture, des questions d'alimentation. Vraiment, c'est très difficile. Mais c'est seulement à Bamako qu'il y a eu vraiment beaucoup de mobilisation. Oui. Docteur Diallo, comment vous avez suivi aussi cette campagne référendaire? Merci beaucoup et nous avons vraiment vécu un moment vraiment très très important pour la vie de la nation et c'était une période vraiment attendue et certains ne croyaient pas et de façon générale nous avons participé et nous avons constaté vraiment chacun à son niveau défendait son camp et chacun à son niveau avait des arguments pour le oui ou pour le non et c'est ça ce jeu qui est vraiment très important et qui a été vraiment manifesté à tous les niveaux et quand on regarde au niveau sur le plan national, et cette campagne en fait a couvert, comme on dit, tous les territoires, tout simplement parce que la campagne peut être faite à Bamako et ça concerne toutes les régions. Et avec les réseaux sociaux, ce que sûr, il y a eu des informations, la mobilisation a été faite sur tous les plans. Et quand nous regardons, c'est vrai, il y a certains aspects de déplacement, de mobilité qui ne sont pas faciles, parce qu'on ne peut pas être à tous les niveaux, mais chacun de son côté a essayé de mobiliser, parce que quand on ne mobilise pas, ce n'est pas évident que les gens puissent adhérer par rapport au choix que vous voulez faire. Donc il est important de mobiliser tout le monde de son côté, ceux qui sont pour le oui, je pense qu'ils ont fait la mobilisation a été enregistrée à Kidal, par exemple. Kidal, c'est un cas particulier. Vous savez, c'est vrai qu'on disait qu'il y avait des réticences, et ça, c'est des aspects, mais il y a tous des aspects sous-marins. Les gens font la mobilisation, mais nous attendons les jours J. D'une manière ou d'une autre, les gens en parlent. Même si c'est dans les coulisses, même si dans les salons, les gens en parlent. D'une façon, que ce soit oui ou non, les gens en parlent. Et chacun a essayé de faire des efforts essentiels
Kidal, c'était un cas particulier, je le sais, donc je mets ça entre frigo. Mais par ailleurs, de façon générale, je sais que chacun a pu mobiliser sa troupe pour qu'on puisse vraiment aller à l'essentiel. Sans incident, vous dites que c'est une campagne sans incident, même si on a enregistré cette coupure d'électricité suspecte au niveau du palais de la culture, par exemple, où le camp du Nord tenait son meeting. Bon, comme vous voulez même dire suspect, ça c'est ceux qui pensent qu'il y a une main invisible. Bon, peut-être qu'il faut les démontrer. Nous sommes habitués à la coupure d'électricité. Et pour un tel événement, je pense que c'est les organisateurs peut-être qui doivent prendre le devant. On ne peut pas aller dans une salle aussi sans prendre des dispositions par rapport au groupe électrogène. Et ça, c'est des erreurs à éviter. Et si c'est le cas, je pense qu'on doit tirer les leçons par rapport à l'organisation d'un tel événement. D'accord. Bagui Diarra, vous avez une analyse particulière par rapport au déroulé de cette campagne? Oui, en 2 ou 3 points. Je pense que le premier point, c'est quand même un point de satisfaction par rapport à l'apaisement même du cadre de cette campagne-là. Et je pense que cela s'accompagne effectivement de cet esprit, je dirais, qui a animé l'exercice démocratique entre, disons, les 2 camps. Donc ça, c'est un premier point d'analyse qui est vraiment de satisfaction. Mais un deuxième point, c'est-à-dire l'intensité de cette campagne au-delà du Bamako et des capitales régionales. Et je pense que ça, c'est clair que ça n'a pas été suffisant à ce niveau-là. Peut-être que ça peut s'expliquer par le temps imparti, et puis on pourrait même dire quelque peu l'impréparation, donc si vous voulez, de cette campagne-là, parce que les délais étaient quand même assez courts, même sinon très courts. Donc pour dire que au-delà de la capitale ou des capitales régionales, cette mobilisation n'a pas eu en fait l'engouement qu'il faut, ça il faut le dire. L'autre élément aussi qui va avec ça, c'est que même dans ces capitales-là, la campagne a fondamentalement eu lieu beaucoup plus sur les réseaux sociaux en fait que même sur le terrain quelquefois à Bamako, parce que ce qu'on doit comprendre, on a vu des regroupements ponctuels, souvent spontanés, que ce soit du côté du camp du oui, que ce soit du côté du camp du non. Et finalement, c'est vers la fin, à la clôture, que nous avons vu donc ces éléments-là vouloir se mettre un tout petit peu ensemble. Sinon, l'intensité était beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément d'analyse là-dessus, je pense que ce soit du côté du oui ou du côté du non, de mon point de vue personnel, ce que je déplore à ce niveau, c'est un peu la qualité de l'organisation des acteurs qui constituaient ces 2 camps-là. On avait comme l'impression que chacun, selon son ancrage, selon son lien avec le pouvoir, ou non pas avec le pouvoir, ou selon sa manière d'appréhender les choses, se faisait effectivement son petit espace et essayait de porter sa voix. Ce qui, de mon point de vue, peut-être si on a la chance de revenir un tout petit peu dessus, à mon avis, ne présage pas déjà en fait une certaine base juste après les élections. Parce que l'important, ce n'est pas qu'il y ait finalement un oui ou un non. L'important, c'est que le choix de la majorité des Maliens, les Maliens puissent se retrouver avec leurs autorités pour essayer d'apaiser encore, en fait, si vous voulez, la situation et sortir donc de cette transition de manière à ce que nous faisons face effectivement à notre démocratie, mais sur la base effectivement des Mali-Croix. Donc quand on voit un peu le comportement ou les agissements des acteurs des 2 camps, on peut effectivement se poser des incertitudes ou des questions par rapport à cet aspect-là. M. Traoré, au niveau de la NCA, comment vous avez vécu cette campagne en termes d'incidents ou même de satisfaction? Merci Barou Oumar. Permets-moi d'abord de vous saluer au nom des populations de la commune rurale de Fion, qui est ma commune d'origine. Ils ont vraiment insisté à ce que je vous salue parce qu'ils vous suivent régulièrement. Nous les saluons également. Okay. Ils ne sont pas tous Traoré quand même. Bon, la majorité sont Traoré. Bon, entre guillemets, non, on a aussi des Koné et des Diarra. Dommage alors. Mais sauf qu'il n'y a pas de Diallo. Okay. Clin d'œil particulier à cette brave population de cette commune rurale dans la région de Sam. Oui. Alors, moi, je salue quand même l'esprit qui a prévalu dans cette campagne parce qu'elle s'est déroulée sans violence. Peut-être il y a eu quelques petites violences verbales par-ci, par-là sur des réseaux, mais il n'y a pas eu de violence physique qui a été constatée. Ça, c'est déjà un premier point de satisfaction. Le parti NCA, qui quand même est un parti qui s'inscrit dans le soutien de l'action de la transition, a pour sa part fait le travail de telle sorte que
au sortir de la campagne, que les choses puissent aller. Parce qu'il faut quand même remarquer que pour une fois, chaque parti a eu voix au chapitre et les gens ont réellement défendu du mieux qu'ils pouvaient leur position. Donc nous laissons quand même et nous faisons un appel à la population de sortir massivement pour aller exprimer leur choix, leur conviction intime. Donc nous, au niveau de NCA, nous sommes satisfaits quand même de l'état général de la campagne, même si les niveaux du débat souvent étaient bas, mais cela n'est pas grave parce que c'est les gens qui sont appropriés. La vulgarisation quand même a été faite sur l'ensemble du territoire, peut-être par des déplacements, mais surtout, comme l'a dit le frère Diallo, sur les réseaux. Je pense que chaque communauté, que ce soit dans la langue nationale et dans les différents groupes... Oui, mais cette coupure d'électricité au niveau du palais, est-ce que on doit l'enregistrer dans le chapitre des incidents, par exemple? Moi, malheureusement, je ne l'enregistrerai pas parce que, permets-moi, nous avons fait notre congrès constitutif il n'y a pas longtemps, mais dans nos réunions, nous avions déjà prévu, en cas de coupure, parce que tout le monde vit actuellement les coupures, nous avions prévu le groupe électrogène en cas de coupure. Donc, je peux comprendre les uns et les autres qui essayent de mettre peut-être un incident qui n'est pas dû au tenant du pouvoir, mais qui est dû juste à une conjoncture globale sur le dos, parce qu'on comprend, c'est aussi de la politique. Les gens essaient de profiter de chaque situation, même si cette situation n'est pas explicitement pour ça, mais ils peuvent essayer de profiter pour tirer un peu la couverture vers eux, et cela est tout à fait compréhensible. Ok. M. Ngolo Diarra, au regard de certaines surenchères verbales enregistrées au cours de cette... Est-ce que l'unité nationale, la cohésion nationale va sortir indemne après cette campagne? Oui, tout à fait. C'est vraiment compliqué. Chaque fois quand on décide d'aller vers des élections, il faut toujours attendre des choses comme ça. Et ça peut être source de tension, ça peut être source de discours, de division, etc. Alors donc si c'est pas bien mesuré, si c'est pas bien traité, ça risque vraiment de se dégénérer à des situations très, très difficiles. Parce que la question des textes, question de référendum autour de la Constitution, c'est vraiment très, très sensible. C'est des questions très sensibles. Cette sortie aussi de l'imam Mahmoud Diko, qui est à la limite le chef de file du camp du non, qui a fait cette déclaration, qui disait tout simplement, annonçait la fin imminente même du régime de la transition, si j'ai pu le paragrapher. Oui, tout à fait. Et ce qui a inquiété ici, parce qu'en réalité, la révision ou bien la rédaction... Est-ce que ce discours déjà vous inquiète? Oui, c'est qui connaît les réalités, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que depuis un certain temps, au Mali, le Mali est parti dans l'islam politique, où on utilise la religion à des fins politiques, où on fait recours effectivement à des textes religieux pour régler les problèmes politiques. C'est très, très dangereux dans l'histoire de l'Antiquité à nos jours. Ça s'est dégénéré vraiment à des situations souvent tragiques dans certains contrées de l'humanité. Quel commentaire faites-vous de cette prophétie de très respecter l'éclairé l'imam Diko? Je prends cette phrase comme toute phrase normale. Et c'est de voir l'esprit dans lequel l'idée a été, peut-être la phrase a été prononcée. Et si la transition prenait fin aujourd'hui, je pense probablement ça sera dans les bonnes conditions. Et c'est ça ce que nous souhaitons, que la transition prenne fin le plus tôt possible. Et je ne vois pas comment la transition va prendre fin aujourd'hui et que le Mali soit dans une situation normale. Donc, il a parlé d'une punition divine. Une punition divine, ça va concerner tout le Mali, ce n'est pas la transition. Et je pense que le Mali n'est pas dans cette situation et nous devrons vraiment être plus pragmatiques, plus objectifs. Et nous devrons prendre les choses en main. Et si c'est des situations qui gèrent le Mali, on n'est pas là aujourd'hui. Et je pense qu'on doit faire abstraction. Il y a certaines choses et chaque personne a ses propos. Et je pense que chacun a sa façon d'analyser. Et nous espérons et nous prions pour que le Mali soit vraiment couvert de bonnes choses, de bonnes augures, et par rapport à certaines mauvaises volontés. Et le plus important, nous sommes tous des Maliens et nous souhaitons le meilleur pour le Mali. Nous ne souhaitons pas le malheur d'où que ça vienne. Et nous espérons que ce qui a été dit n'est pas attendu, comme on dit, par le Créateur. Et c'est ça le plus important. Et que Dieu nous protège par rapport à tout ce qui est malédiction par rapport à notre pays. Et nous croyons fermement que le Mali est sur une pente vraiment
des sorties Sauf heureuses. que l'imam n'est pas à son premier essai quand il s'agit de tenir une telle déclaration. Il l'a dit sous Ibeka, mais aujourd'hui, c'est les propos qu'il réédite. Bon, ça c'est ses propos, mais moi je pense que les choses ne sont pas les mêmes. L'histoire a changé, les conditions ont changé, et nous sommes dans une autre phase décisive du Mali. Et je sais que beaucoup de choses ont changé, et ce n'est pas des mots, c'est des réalités. Et le Mali est dans une phase où les choses vont évoluer en principe dans les conditions normales, et quelles que soient les hostilités, que ce soit internes, que ce soit externes, et il y a plus de chances que le Mali puisse vraiment maîtriser la situation jusqu'à ce que nous ayons un dénouement heureux pour tous les citoyens maliens. Ok. Monsieur Diarra, faut-il minimiser ou même prendre au sérieux cette prophétie de l'imam Diko qui annonce la fin imminente de la transition? Je pense simplement que venant d'une personnalité que moi je considère comme toujours grande et importante dans ce pays, et que c'est simplement regrettable en toute sincérité. Mais en plus de cela, lorsqu'il y a la connotation de la religion qui est liée à ça, et qu'on regarde les difficultés dans lesquelles le pays se retrouve, d'abord en interne, mais quand on jette un regard sur la géopolitique dans laquelle nous sommes en plein dedans, on peut normalement se dire qu'il y a souvent lieu de se réserver et de faire en sorte que même si on n'est pas entendu, en ce moment qu'on appelle toujours à être entendu, qu'on appelle à la stabilité de son pays. C'est extrêmement important de la part, je pense, de toutes ces personnes qu'on peut considérer comme élites, j'allais dire simplement de la part d'un citoyen, quand on jette un regard sur tout ça. Donc, c'est de ce point de vue-là, j'ai dit que c'est bien regrettable. De telles phrases n'a pas sa place dans une campagne, par exemple? Et ça peut se faire, mais ça ne doit pas venir de n'importe qui. Si nous en parlons parce que nous savons c'est qui l'a prononcé, oui, et dans quel contexte, quel est son parcours et tout cela, et sa qualité, ça c'est des choses qui comptent. C'est la réalité du Mali, cela compte. Et donc, venant effectivement d'une telle personne, moi je ne peux simplement qu'émettre des regrets par rapport à ça. Mais pour aller de l'avant dans mes pensées, je pense que ce qui est aussi à déplorer, et j'avais essayé d'engager ça au début à l'entame de mon propos, c'est la qualité des acteurs. Vous avez vu même du côté du camp du oui. Moi, je n'ai pas vu en fait un acteur, que ce soit politique ou un acteur qui soit suffisamment connu, prendre déjà ou sortir déjà avec un certain lead dans le cadre de la mobilisation. On a plutôt vu une association ou sinon des associations qui émergent de ce côté-là. Du côté du non, et même ce non-là, il faut le relativiser parce que je pense qu'il s'était simplement en train de dire qu'il ne faut même pas y aller. Et il y a d'autres qui disaient un non avec différentes raisons, mais qui en ce moment, c'est là l'imam, disons, qui a le lead à ce niveau-là et qui est une organisation religieuse. On voit d'autres classes politiques qui vont aller effectivement se greffer à ça de la société civile et tout, ne partageant pas déjà, en fait, c'est seulement les noms, c'est-à-dire que cet aspect de se réserver par rapport au processus là qui les lie, sinon dans le fond des idées, dans le fond des convictions, c'est totalement écarté. Donc quand vous voyez des choses comme ça, des acteurs qui émergent, qui ne sont pas de la classe politique et qui ne sont pas même pas des acteurs fondamentalement de la société civile, on a à craindre des choses. Parce que la société civile... Est-ce que la question du référendum est l'apanage de la seule classe politique, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'on dit que c'est vraiment l'élection là où il y a un vote direct pour chaque électeur, pour chaque citoyen. Ça, on est vraiment d'accord. Mais c'est qu'il y a des acteurs qui animent en fait la vie publique. Société civile, partis politiques et tout ça, qui ont ce rôle-là effectivement, et si vous voulez, de conforter le tissu social lors des périodes sensibles comme ça, éduquer les gens, les appeler à défendre des points de vue en restant effectivement dans certaines légalités et tout ça, pour simplement faire court, essayer d'encadrer en fait ou d'aider à apaiser le processus. Même malheureusement, les acteurs qui émergent des deux côtés, normalement doivent nous faire peur, et je pense que la classe politique et même la société civile sont interpellés à ce niveau-là pour la suite du processus. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire, parce que notre stabilité y est liée non pas à l'élection, mais la suite de l'élection par rapport à ce qu'on est en train de voir, parce qu'il y a un lien étroit entre ces deux-là. M. Traoré, lors de sa prise de parole au cours de ce meeting du camp du non et la justice et les autorités de la transition, l'imam Diko a tiré sur tout ce qui bouge. Oui, au fait, nous étions dans quand même une période de campagne. Et moi, en tant que démocrate, je respecte les convictions de tout un chacun.
Il a ses convictions, c'est ses convictions. Moi, ma conviction, elle était autre que celle qui est la sienne. Et je respecte. Mais moi, je fais confiance au génie du Malien. Moi, je fais confiance au génie malien. Je sais qu'au sortir de tout ça, les Maliens devront se retrouver et les Maliens vont se retrouver afin de bâtir. Parce que le défi qui nous est opposé n'est pas seulement qu'interne, et le défi il est international. Il y a pas, nous sommes dans un jeu géopolitique où nous ne maîtrisons pas tous les aspects. Donc si nous ne prenons pas l'unité nationale, si nous ne prenons pas le vivre ensemble et la cohésion sociale, nous allons nous retrouver laissés à la merci de ceux-là qui sont autres que nous-mêmes les Maliens et qui ne veulent pas forcément du bien du peuple malien. Donc moi je pense qu'il faudrait continuer à appeler les uns et les autres à l'unité nationale, à l'union sacrée pour le Mali. Nous pouvons avoir des divergences de vues aujourd'hui, mais demain nous pouvons avoir des convergences de vues. Concernant le respecté Imam Dicko, à un moment il était en convergence totale de vues avec la transition, mais vu l'exercice du pouvoir et dans différentes conditions, les deux entités ou les deux camps se sont petit à petit éloignés. Nous avons vu ça, mais le plus important c'est le Mali. Du moment que chacun a au plus profond de lui l'amour de ce pays-là, je pense que nous allons nous en sortir. Comme il le dit, nous sommes tous des croyants. Et le pouvoir, c'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui le reprend. Donc ce même Dieu, il est là pour nous tous. Je pense que vraiment, et pour qu'on puisse avoir plus de force, sauf qu'on a l'impression que l'imam Dicko aurait même reçu de Dieu cette révélation, certainement. Quand il parle... je ne pourrais pas commenter cela parce que ne sachant pas ce qu'il y a au fond, je ne pourrais le commenter. Mais tout ce que moi je connais et que j'ai appris de ma religion, qui est la religion musulmane, c'est que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes plus fort et Dieu même va vous aider. Donc j'appelle l'ensemble des Maliens à être ensemble pour qu'on soit plus fort. Estimant qu'elle fait désormais partie du problème, le ministre Abdoulaye Diop a demandé ce vendredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU le retrait sans délai de la MINUSMA. Docteur Ngolo Diarra, vous qui êtes expert en relations internationales, vous, en apprenant cette sortie, cette demande du ministre Diop, quelle a été votre réaction? Ok, d'accord. Je place la question dans la géopolitique appliquée, c'est-à-dire la géopolitique compliquée du Mali. Appliquée du Mali, la géopolitique de conflits armés. Ce que la mission était là pour un certain nombre d'intérêts, un certain nombre de réalités. Alors c'était vraiment d'aider le pays à sortir dans des situations difficiles, à stabiliser. Alors donc, les autorités actuelles, il y a eu des différences de vie. Un État, le Mali... Sinon, est-ce que cette décision vous a surpris? Bon, non, en aucun cas. C'est la suite logique oui, la situation était, oui, évidemment, la situation était tendue et puis l'élément déclencheur, c'est alors donc les publications sur les rapports de Moura, ça a été l'élément déclencheur. Et voilà, donc c'est des réalités, ça arrive dans les pays et souvent les missions à terme, ça se complique. Et nous avons vu les cas de la milliard mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda, ça s'est tourné en carnage. Le président Juvenal Habyarimana a perdu sa vie. Alors, il y a eu des départs précipités. Donc, tout ça a traduit, en fait, l'échec de la communauté internationale en matière de la gestion des conflits armés maliens. Donc, ça doit permettre aux Nations Unies de revoir, de faire des réformes à ce niveau. Vous avez vu des questions qui ont été avancées, l'instrumentalisation des questions de droit international humanitaire, droit de conflits armés, l'instrumentalisation, le Mali en a parlé de cela, l'instrumentalisation des droits humains, même aussi des questions en rapport avec les groupes armés terroristes et l'incapacité vraiment des Nations Unies à faire face aux réalités. Et puis la question de rotation de contingents. Et c'est comme ça, c'était arrivé à un moment donné, c'était compliqué. Et Boutros Ghali avait fait ses réformes et demandé à la communauté internationale de revoir les Nations Unies et créer, doter des Nations Unies avec ses propres soldats. Vous savez, les Nations Unies n'ont pas de soldats. Quand des
difficultés arrivent, c'est les pays qui donnent des contingents. Et il avait sollicité qu'il faut donner aussi aux Nations Unies ses propres réseaux capables d'agir au nom de la diplomatie préventive. Ça pouvait faire face à des questions de rotation. Donc il y a un certain nombre de points de divergence qui doivent être... Donc vous comprenez déjà la décision du gouvernement malien? Évidemment, évidemment. Ok. Oui. Docteur Diallo, déjà, quel commentaire vous faites de cette demande du Mali de voir l'aménagement se retirer immédiatement du Mali? C'est une demande qui vient à point nommé. Et c'est une très bonne décision. Et vous savez, à un certain moment, il faut s'assumer. Et à un certain moment, il faut dire non. Et croire que c'est le système des Nations Unies qui va nous aider, c'est de l'utopie. Et c'est un système qui n'a plus de valeur ajoutée. Et c'est un système qui est en train de s'effriter. Et c'est un système qui est sur du faux. Et quand vous regardez tous les systèmes, les gens s'alignent parce qu'il y a un leader qui est dans le processus et les choses sont préparées avant la réunion, comme d'habitude. Et quand vous écoutez tout ce qui a été dit, il y a une préparation qui est faite avant. Le Mali s'est préparé à prendre cette bonne décision, une très bonne décision de souveraineté et qui ne date pas d'aujourd'hui. Le mandat qui a été renouvelé dans le passé, ça s'explique. C'était une façon de se préparer et le Mali s'est suffisamment préparé et le Mali est aujourd'hui prêt à gérer cette situation. Et cette préparation, vous avez vu, la population s'est manifestée pour le départ de l'aménagement. Il y a plusieurs mouvements au sein de la société civile. Et tout ça, en fait, c'était des prémices, c'était des indicateurs majeurs. Oui. Tous ceux qui suivent savent. Et ensuite, quand on allait de l'autre côté, ils étaient tous inquiets. Ils pensaient qu'ils allaient mettre le Mali devant les faits accomplis. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, à l'entendre, je l'ai dit, le Mali a dépassé ce stade. Tous ceux qui pensent que le Mali va reculer, c'est de l'utopie. Tous ceux qui pensent que le Mali va chuter, c'est de l'utopie. Je ne suis pas divin et je ne fais pas de prophétie cette fois-ci. Tous ceux qui pensent que le Mali va tomber, le Mali a dépassé ce stade. Parce qu'à un certain moment, il faut croire. Et quand vous voyez toutes ces puissances qui crient sur le Mali, c'est parce qu'ils savent que le Mali a échappé. Le Mali est déjà parti trop loin. On ne peut plus abattre le Mali. Tout ce qu'ils vont mettre comme scénario, c'est déjà dépassé, c'est maîtrisé par nos autorités. Et quand vous analysez cette décision, c'est très clair, on dit sans délai. Ça veut dire on est sûr de nous-mêmes. Oui. On est très sûr. Et cette décision va être entérinée. Et ce qui est sûr, il n'y aura pas de conséquences sur le Mali. Parce que le Mali est suffisamment préparé et toutes ces éventualités sont préparées. Je ne veux pas parler à la place des autorités. Et vous savez, c'est notre seule porte de sortie. Et quand vous regardez l'histoire de Moura, le rapport qui a été fait, si c'était un bon système, le rapport, d'abord les indications données, GPS, tout le monde a assis, tout le monde peut voir. Un bon système, déjà ceux qui ont fait le rapport, on devrait les punir, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pris aucune décision, aucune sanction contre ceux qui ont fait ce rapport. Et c'est des gens qui étaient préparés à faire du faux, à écrire du faux. Et malheureusement, tout ça a été découvert. Et malgré cela, certains pays ont continué à prendre des mesures contre le Mali. Et c'est l'occasion de dire tous ces pays, tous ces partenaires qui sont là, le Mali doit s'assumer devant tous ses partenaires. D'accord. Et le Mali a pris la meilleure décision de son histoire. Et cette décision coïncide avec notre référendum qui va commencer demain. Okay. Et ce n'est pas du gratuit. Et c'est encore l'histoire, en fait, qui va donner raison au Mali. Et c'est l'histoire qui va donner encore que le Mali a pris le départ. Demain, c'est le 18. En numérologie, c'est important. D'accord. Ceux qui maîtrisent la numérologie, on peut faire cette étude. Hein? Et là, c'est très important. D'accord. Et c'est un nouveau départ à partir de demain. D'accord. Par rapport au Mali. Monsieur Diarra, le Mali n'a pas formulé cette demande sans argument. Les arguments contenus dans cette demande sont-ils assez costauds pour faire une telle demande? Je pense véritablement que oui, les arguments sont costauds et les arguments sont appropriés. Et vous allez voir, je vais juste faire le lien peut-être entre deux choses. J'ai regardé le Mali, je pense que quand je parle du Mali, je parle de nos autorités qui sont restées effectivement dans une certaine ligne de conduite simplement en disant cela. Nous voulons simplement être écoutés pour une crise qui est chez nous et nous voulons que notre avis soit le plus pris en compte en termes de solutions. Nous voulons aussi avoir notre mot par rapport à nos partenaires et tout ça sur notre territoire. Donc comme si nous sommes les premiers concernés et nous voulons nous assumer. Je pense dans le fond, c'est ce que le Mali a demandé. Ma surprise a été que comment dans le droit international, une organisation comme les Nations Unies
n'ait pas pu effectivement aller au-delà de cela. Parce que si vous avez vu, les points de divergence fondamentalement, c'est quoi? Et quand le Mali dit la mission, nous avons pensé que le mandat, il n'est plus approprié. Et quand le Mali dit, et par rapport à ce que vous êtes en train d'intervenir sur notre terrain, nous voulons avoir un regard sur l'ensemble des acteurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils le fassent avec nous, qui fait quoi, qui fait cela, et vous dites qu'il y a restriction de votre mobilité de ce côté-là. Et dans le même temps, quand vous avez écouté M. Wan, El Kassim, il dit l'acceptation du pays hôte dans les principes effectivement donc, du droit international, même des Nations Unies, est fondamentale pour qu'une mission reste. Donc, du moment où cette acceptation-là elle est fondamentale, et pourquoi a priori l'avis ne serait pas compté dans la suite. Et vous avez également compris ce sentiment qui animait effectivement les autorités maliennes faisait qu'elles n'étaient pas de facto tout de suite pour dire qu'il fallait aller à un oui ou à un non, mais donner toutes les chances en restant dans les discussions à ceux qu'ils puissent se parler et avancer ensemble pour faire en sorte que ce que l'aménagement était en train d'apporter comme plus-value, le mieux possible on puisse préserver ça et avancer que dans le seul intérêt du Mali. Mais qu'est-ce qui peut alors empêcher une organisation? Regardez les points de divergence. De mon point de vue, la chose géopolitique a simplement pris le dessus. Et vous avez vu, quand le Mali dit, nous avions dit que la France ne soit plus encore notre porte-plume. Et vous avez constaté que, même dans le projet qui est en cours, le Mali dit, ce projet-là que vous avez en cours, nous le rejetons déjà simplement parce que nous sentons que ce que nous avons récusé est encore conforté à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est toujours cet aspect, donc France-Mali, et de l'autre côté, l'Occident avec la Russie, donc la géopolitique qui vient là. Et vous avez vu dans toutes ces interventions du Royaume-Uni, en fait des États-Unis, de la France et tout ça, c'est toujours la situation de Wagner et tout cela qui revient. C'est-à-dire que ce que les Maliens eux-mêmes sont en train de dire aujourd'hui, quel est le terrorisme, quelle est la réalité sur le terrain, apparemment ne compte pas beaucoup plus mieux que l'accord et mieux qu'effectivement la situation de Wagner. Donc ce qui a priori peut mettre mal à l'aise une autorité, même quand celle-ci veut effectivement avancer dans ça. Mais l'autre chose importante que les autorités maliennes disent, c'est-à-dire que c'est le mandat qui remet en cause. Mais ils ne ferment pas la porte aux autres partenaires, y compris les Nations Unies. Donc c'est extrêmement important de ce point de vue-là. Je pense que, comme je le disais ici à un moment donné, nous avons une diplomatie qui, de mon point de vue, est suffisamment donc préventive et je dirais même qui est active également et qui permet de faire en sorte que ce n'est pas la solution du tout ou rien, mais qui reste active de manière à résoudre les problèmes toujours dans un partenariat, mais en restant sur les trois principes effectivement qui disent chaque fois et que moi je partage encore ici sur ce plateau. Monsieur Traoré, l'aménagement prié par le gouvernement du Mali de quitter le Mali, quel commentaire? Merci Barou. Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop quand même est un diplomate chevronné et assez averti. Je suis issu d'un système où nous appliquons beaucoup la gestion axée sur le résultat. Alors, quand tu regardes la résolution 2100 de 2013, où dans le mandat de l'aménagement, il était clairement dit la libération des grandes agglomérations et la stabilisation, aider les autorités maliennes à l'administration à être sur le terrain, le retour de l'administration, c'est-à-dire l'effectivité de l'application de la souveraineté de l'autorité de l'État justement sur le territoire. Et aujourd'hui, nous sommes, je pense, si je ne m'abuse, c'est la résolution 2640 de 2022 qui est actuellement là. Il y a toujours la stabilisation et l'appui à ce que l'autorité de l'État soit sur l'ensemble du territoire. Quand tu regardes ces deux paramètres, le résultat, c'est zéro. Zéro. D'abord, en 2013, les poches de conflit étaient beaucoup plus cantonnées dans le Grand Nord Mali. Aujourd'hui, c'est le centre et un peu partout dans le Mali. Alors, quelle est réellement la plus-value aujourd'hui pour... Oui, M. Traoré, est-ce que cette situation est nouvelle? Est-ce que ce n'est pas le rapport de Moura qui a été finalement l'élément accélérateur de cette demande de retrait? Avant cela, avant le rapport de Moura, vous conviendrez avec moi quand même que depuis un certain nombre d'années, je pense à peu près depuis 5 ans, ça couvait dans la population malienne que ça ne va pas, l'aménagement, ça ne va pas. Et tout le monde l'a toujours dit parce que les gens ne se
ne voient pas réellement l'utilité aujourd'hui de la MINUSMA chez nous. Tu vas prendre les aspects sécuritaires. La MINUSMA dit qu'elle n'a pas mandat à lutter contre le terrorisme. Mais comment est-ce que tu peux protéger des populations contre des terroristes sans pour autant faire front face à ces terroristes-là? La MINUSMA dit qu'elle est entravée parce qu'elle n'arrive pas à faire ses vols de reconnaissance et tout. Alors, à quoi servaient ces vols de reconnaissance avant, s'ils n'arrivaient pas à prévenir les autorités du Mali, et s'ils eux-mêmes ne prenaient pas les dispositions pour quand même neutraliser ce mal qui est mondial, le terrorisme? Ce n'est pas que le Mali, tout le monde est concerné. Donc si réellement les Nations Unies étaient là pour aider les Maliens, nous leur disons merci beaucoup. Nous soutenons nos autorités qui sont suffisamment outillées et qui ont suffisamment plus d'informations que, je pense, nous tous ici, pour pouvoir aujourd'hui dire à la MINUSMA de quitter purement et simplement notre pays. Okay. C'est aussi simple que ça. D'accord. Docteur Diarra, pour la gouverne de nos téléspectateurs, est-ce que la MINUSMA, nonobstant cette demande du Mali de retrait déjà, est-ce que la MINUSMA peut vraiment se maintenir contre la volonté des autorités légitimes du Mali? Ok, c'est une question scientifique. Il y a deux questions de droit qui se posent. C'est le principe de la responsabilité de protéger. Et si Bamako espère que voilà, les conditions sont bonnes maintenant et que voilà, le Mali peut protéger la population, etc., donc on peut notifier auprès du secrétaire général et de demander ces hommes de partir. Et deuxième chose qui va se poser par rapport à la recevabilité de la chose, c'est que la qualité de l'autorité actuelle, c'est quand même légitime parce qu'ils sont adulés par tout le peuple malien, mais la question de la légalité du régime se pose. Est-ce que c'est issu d'élections, etc., ça va se poser. Mais il y a un élément qui peut peut-être balayer tout ça. Il y a la présomption de licéité de l'autorité gouvernementale. On pense que ce que les autorités sont en train de faire, c'est bon, c'est mieux, c'est bon, c'est réel, c'est quelque chose qui est bien pour le pays, jusqu'au cas contraire qu'on arrive à prouver que ce n'était pas bien. Donc ça, c'est la présomption de licéité de l'autorité gouvernementale. En ce moment, le Conseil de sécurité s'est pas prononcé sur là-dessus. Alors donc, le ministre quand même en charge de la communication a eu quand même à se prononcer sur la question et demander vraiment tout simplement leur départ. Donc le Conseil de sécurité va au fait examiner. Mais en tout cas, ce qui pourra se passer, il faut quand même comprendre que le Mali vient de loin. En 2012, on était chassé de Kidal, on était chassé de Gao, de Tombouctou. Il a failli vraiment une gestion multilatérale là, qui ont fait qu'on est retourné au moins. Docteur Diarra, la MINUSMA a-t-elle des moyens de se maintenir au Mali contre la volonté, malgré cette demande de retrait? Non, l'organisation ne doit pas faire ça. Parce qu'en réalité, l'organisation... Mais est-ce qu'elle a le pouvoir de le faire? J'ai expliqué le pouvoir tout de suite. Alors, c'est au Mali de notifier auprès du secrétaire général en ce moment que les conditions sont déjà là pour protéger la population. Et alors, donc, le Conseil de sécurité examine et puis ils vont partir. Et puis, le Mali a été très clair. Hein. Alors, le Mali serait dans des conditions normales pour leur retrait négocié. Ça ne serait pas vulgaire. Donc, en ce moment, il y aura un plan si le Conseil de sécurité décide de partir. Alors, donc, il y aura un plan pour leur retrait de façon progressive. Ça, quand même, c'est clair. Ça ne serait pas comme le cas du Rwanda, où vraiment les casques bleus ont été assassinés, d'autres ont déchiré leur béret pour partir. Non, on ne souhaite pas ça en réalité. Donc, la mission ne va pas se maintenir de gré par la force. Non. En réalité, la mission peut partir. Docteur Diallo, on a vu ici, la Mali a demandé le retrait sans délai de l'opération Barkhane du Mali. Celle-là est partie en bon ordre cette fois-ci. Est-ce que la MINUSMA aujourd'hui aussi va vouloir partir en bon ordre quand on sait que, quand on fouille un peu l'histoire de la MINUSMA, le plan de retrait peut souvent prendre jusqu'à 5 ans? Bon, je sais que s'il y a forcément un plan de retrait, mais je suppose que quelqu'un qui se respecte, une institution qui se respecte, quand on vous demande de partir, il faut aller plus vite. Et comme il parle des questions de droit, nous sommes un pays souverain. Et c'est le Mali, c'est cette autorité qui les a donné le mandat qui a été renouvelé l'année passée. Et pour moi, il n'y a même pas de discussion. Il doit prendre toutes les dispositions dans les normes pour pouvoir se vraiment replier et rentrer. Et nous sommes un pays souverain et nous sommes suffisants. Et s'ils étaient utiles, je pense qu'il y a assez de discussions par rapport à cette intervention. On se rend compte vraiment qu'ils n'ont jamais été utiles.
Je peux le dire ainsi. Et souvent, certains qui pensent qu'ils sont utiles, je pense que c'est sur des faux débats, c'est des questions de déviation de conscience par rapport à certaines actions que nous ne préférons pas. Et quand nous regardons dans le temps avec des attaques des villages entiers, avec nos nouvelles autorités, ça ne se passe plus. Et quand on nous attaque, on réagit, on riposte. Et ça, c'est déjà des éléments de valeur. Et c'est important, et les Maliens doivent être fiers par rapport à ça. Et aujourd'hui, le Mali peut riposter par rapport à n'importe quelle intervention des terroristes. Et c'est évident, et nous contrôlons, nous avons assez d'informations, même s'il y a des efforts à faire par rapport à ce cap. Et pour moi, la MINUSMA n'aura aucun moyen de pouvoir résister et de dire qu'ils ne pourront pas partir, parce que s'ils le font, c'est la population qui va aller les mains libres. Voilà. Et c'est la population qui va les mains libres, parce que nous allons soutenir nos autorités, parce que c'est une décision de notre souveraineté qui est prise, et ils devront les respecter parce que nous sommes maliens, et nous ne devrons même pas accepter en tant que citoyens maliens. Ce n'est même pas les militaires, ce n'est même pas les autorités, c'est la population qui va se lever pour les faire partir. Ok. M. Diarra, dans l'hypothèse où la MINUSMA décidait d'opposer de la résistance à cette demande du Mali de retrait sans délai, est-ce que nous avons les moyens de les conduire à la porte du Mali? Et moi, je pense, quand je reprends encore les propos, El Kassoum l'a dit clairement, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que lorsque le pays hôte n'a pas effectivement son accord qui est là, la mission ne peut pas rester, et que ça, c'est dans les principes là-bas. Oui. Donc, du moment où cela est clair, ça veut simplement dire qu'il ne peut pas avoir cette possibilité que, en l'État, parce que c'est le mandat, ce n'est pas les Nations Unies. Et c'est extrêmement important, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Mali dit, c'est ce mandat-là que nous récusons, que nous ne voulons pas. Et nous voulons que la MINUSMA-là aille, c'est avec ce mandat-là. Sauf qu'on a l'impression que la légitimité de ces autorités actuelles n'est pas reconnue par les Nations Unies, par exemple, alors qu'elle a été appelée par une autorité légitime, reconnue. Moi, je n'ai pas senti... Est-ce que cette question ne va pas se poser dans... Je n'ai pas senti cet aspect lié à la légitimité des autorités ou à leur qualité, issue des élections ou pas. Quand j'ai écouté El Kassoum dit, lorsque un État hôte ne veut vraiment pas recevoir de la mission, elle ne peut pas être là. C'est comme si on ne peut pas effectivement obliger un État de recevoir. Premier élément. Deuxième élément, le Mali dit même dans son communiqué qu'aujourd'hui, nous avons effectivement une armée qui peut effectivement se hisser à hauteur effectivement de certains enjeux. Donc, qui vont peut-être faire que, même s'il va y avoir éventuellement peut-être autre forme, que cette autre forme doit pouvoir intégrer cet élément-là. Mais le Mali dit même en plus que le projet qui est en cours de préparation, parce que n'oublions pas que même le secrétaire général des Nations Unies est aussi été dans la dynamique effectivement de dire, cette mission, on est d'accord que ça a des failles, il faut essayer de reconfigurer. Ils étaient dans la dynamique de reconfiguration. Mais le Mali dit, même ce projet-là dont nous avons eu connaissance, et nous ne voulons pas de cela parce que nous voyons que, c'est-à-dire que le fait que la France détienne la plume pour nous, ça c'est encore conforté à ce niveau-là. Mais dans le même temps, le Mali dit qu'il reste ouvert dans un partenariat aux Nations Unies. C'est extrêmement important ces parties-là, il faut que nous puissions les mettre. L'autre élément que je voulais mettre dessus, il y a un lien de mon point de vue entre ce qui est en train de se faire et ce que le président il a dit à Ségou. Le président dit à Ségou, le retour, il n'est plus envisageable pour nous. Donc ça veut dire que... On a atteint un point de non-retour. Un point de non-retour. Oui. Mais dans le même temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'un point de non-retour dans une géopolitique comme ça impose alors à cet État ou à ces autorités-là, en son sein, d'asseoir en fait une stabilité qui fait que les citoyens ou le peuple se retrouve et essaye d'avancer ensemble. Ce qui va avec deux éléments. D'abord, la suite des choix stratégiques à faire dans le pays et encore la qualité des hommes qui vont les animer, c'est extrêmement important. Ce que nous sommes en train de voir avec les autorités actuelles de la transition, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas vouloir aller se cacher ou s'abriter derrière le nom de Assimi. Nous savons très bien que tel que c'est géré, nous n'avons pas de visibilité sur un certain nombre de choses. Heureusement que les actions posées, qui souvent à l'origine ne sont pas suffisamment concertées, mais rencontrent l'assentiment de la plus grande partie du peuple. Et ça, c'est le point positif. Mais ce n'est pas peut-être durable de mon point de vue. Donc, il faut que l'approche change dans les choix des salles stratégiques et encore dans les choix des hommes. Parce que, encore une fois, tel qu'on est en train de voir ces autorités-là être animées, les enjeux vont crescendo parce qu'on est en plein dans la géopolitique. D'accord. Peut-être une dernière réaction avant de clore l'émission. M. Traoré, comment vous voyez la suite de cette demande?
Moi, je pense que cette demande, elle ne peut qu'être acceptée par les Nations Unies. Je vais vous faire, si vous me permettez, un petit rappel historique. Il y avait toujours une forme de condescendance des chefs de la mission des Nations Unies au Mali. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2015, lors de la signature de l'accord, du parachèvement de l'accord d'Alger à Bamako, mais le président Ibeka, paix à son âme, a été obligé de recadrer le chef de la MINUSMA au Mali. Monsieur Lacroix. Monsieur Delacroix, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et combien de hauts dirigeants de la MINUSMA ont été déclarés persona non grata pour manque de réserve ou pour manque de diplomatie. Donc, ces gens étaient animés justement parce que notre porte-plume a son agenda qui ne va pas aujourd'hui avec celui des autorités maliennes. Donc du coup, nous arrivons à ce point où ce n'est plus possible dans l'état actuel. Comme l'a dit le frère Diarra, aujourd'hui, le Mali n'a pas fermé et ne fermera jamais la porte aux Nations Unies parce que nous sommes membres de plein droit de ces Nations Unies-là. Et je pense que l'argument de la légitimité de nos autorités ne fait pas défaut. Sinon, s'il n'était pas légitime, je ne pense pas que M. Diop serait aux Nations Unies pour parler au nom du Mali. Et il faudrait que tout le monde sache, personne ne peut aimer ce pays-là plus que nous-mêmes les Maliens. Et aujourd'hui, il est d'une autorité publique que la majorité des Maliens est pour la fin de cette mission-là. Mais permets-moi, parce qu'il y a une petite partie que certains disent, oui, la MINUSMA donne du travail à certains travailleurs de la MINUSMA. Effectivement, c'est vrai. Mais c'est un travail conjoncturel. Il faudrait qu'au départ de la MINUSMA, que les autorités s'attellent à donner du travail structurel et permanent aux populations qui bénéficiaient de ce travail-là. Parce que ce travail conjoncturel, c'est dans un temps. La MINUSMA n'est pas appelée à rester au Mali ad vitam aeternam. Et je pense qu'après 10 ans et un bilan égal à log de 1, il est temps pour la MINUSMA de piler ses bagages et de nous laisser notre territoire. Docteur Djarat, en 30 secondes, les autorités quand même ont fait un clin d'œil à tous ces employés maliens de la MINUSMA. Oui, tout à fait, oui. Quand le ministre en charge de la communication a eu à dire que toutes les mesures sont prises à cet effet, donc ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont vraiment prises. Et c'est dire aux autorités quand même de travailler encore davantage, parce que j'ai eu à enseigner aux autorités d'alors d'Ibrahim Boubacar Keïta ce n'était pas du tout bien de laisser le conflit malien s'internationaliser avec l'envoi d'une mission des Nations Unies, s'interposer entre un État membre des Nations Unies en face de groupes armés séparatistes. Ce n'était pas du tout bien. Donc, leur départ, ça va, si vous me permettez les termes, ça va déinternationaliser le conflit armé malien. Et il faut quand même travailler sur le plan diplomatique parce que l'organisation à vocation régionale, l'UIA, reste vraiment silencieuse. Et la CEDEAO, de son côté, se prépare en disant qu'il faut mettre vraiment de force sur place pour lutter contre les coups d'État, etc. Donc c'est l'ensemble de ces environnements sécuritaires, géopolitiques, de crise diplomatique, en réalité, que le Mali doit être toujours engagé pour faire face à ces difficultés contemporaines. Docteur Diallo, vous croyez à ce plan si vous voulez, de prise en compte de ces employés de la MINUSMA? Et vous savez, dans un processus de recrutement, c'est pour qu'on parle de gestion des ressources humaines. Et s'il y a un départ, il y a la fin des mandats, c'est-à-dire la fin des contrats. Et s'il y a la fin des contrats, ça, il y a des dispositions qui seront prises forcément pour les mettre les uns les autres dans les droits. Et je pense que ces dispositions vont être faites. Et je pense qu'on ne doit pas trop s'alarmer par rapport à ces questions. Le Mali est plus important. Sinon, on a vu des Maliens marcher contre ce départ de la MINUSMA. Il y aura toujours des gens qui vont être contre parce qu'ils ne comprennent pas. Le Mali est plus important que la MINUSMA. Le Mali est plus important que ces quelques emplois. Le Mali est plus important que nous perdons par rapport à cette mauvaise gestion de la MINUSMA. Et je pense que ça, c'est des questions de façade que nous ne devrons pas tenir compte. Nous sommes conscients et nous avons conscience de cette difficulté peut-être que ces personnes peuvent avoir. Mais il y a tous les jours au Mali ces difficultés d'emploi et ce n'est pas la MINUSMA qui va gérer ça. Diarra, 30 secondes. Oui, je pense que ces enjeux sont extrêmement importants à être intégrés dans les approches des autorités. Vous savez pourquoi? Parce que les ONG sont parties. On nous avait dit qu'il faut que ces ONG... Il y avait un plan, hein? Voilà, exactement. Donc on a dit qu'il y avait un plan là-bas. Et maintenant, on dit également qu'il y a d'autres plans. C'est bien.
Mais c'est que quand ces éléments-là se mettent ensemble et on est en train effectivement d'aller à des périodes électorales, et on sait très bien que ce ne sont pas les seuls employés de l'aménagement, non, mais les produits, c'est tout ce qui était l'économie, en fait, hein? les services sociaux et tout ça, les populations qui bénéficiaient de ça, tout ceci sont des réalités effectivement. Donc ça s'ajoute à une situation en interne qu'il va falloir effectivement endiguer pour aller effectivement dans les trucs et éviter qu'il y ait en fait des distensions en interne, parce qu'il ne faut rien qui puisse conforter l'instabilité en interne. Nous devons la préserver. Merci. Et en premier ressort, les autorités. 10 secondes. Ok, moi, j'appellerai encore les Maliens à la cohésion sociale, parce que nous devons faire front face à toutes ces adversités qui sont autour de notre pays, parce que c'est unis que nous serons beaucoup plus forts et c'est unis que nous bâtirons le Mali de demain. Le parti NCA est dans cette lancée et nous réitérons notre soutien sans faille à nos autorités par rapport à ces actes qui sont en train de poser. Et nous pensons qu'une transition n'a pas besoin d'opposition. Vous pouvez avoir des points de vue divergents, mais vous devez arriver toujours à ce que le génie malien que nos ancêtres nous ont légué, qui est toujours le dialogue, puisse être au-dessus de tout. En tout cas, j'ai dit aux responsables du parti NCA que M. Traoré a bien fait le job autour de ce plateau pour la promotion. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos invités étaient Dr Ngolo Diarra, expert en relations internationales, Mahamadou Traoré, secrétaire politique du parti La Nation Commune Avance NCA.